Lorsque le berger allemand marqué sans valeur entra dans la salle des ventes du comté, personne ne leva les yeux. Son corps était couvert de cicatrices, son regard vide et son avenir déjà scellé. On murmurait qu'il était dangereux, instable, bon seulement pour l'euthanasie. Mais au fond de la salle, un ancien marine se leva. Sa voix tremblait à peine quand il dit « Je le prends ». À cet instant précis, personne ne le savait encore. Mais cette décision allait faire tomber un système entier, révéler des secrets enfouis au plus haut niveau militaire et transformer un chien brisé en symbole de justice et de guérison. Pourquoi voulait-on absolument faire disparaître ce chien ? Qu'avait-il vu, qu'avait-il vécu pour qu'on cherche à l'effacer ? Et comment un vétéran et un animal traumatisé allaient-ils se sauver mutuellement contre tout le monde ? Restez bien jusqu'à la fin car la vérité derrière cette histoire va vous bouleverser. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Dans la salle faiblement éclairée de la maison de vente du comté, à quelques kilomètres de Missoula dans le Montana, le temps semblait suspendu. Allongé au centre du sol en béton froid, un berger allemand restait parfaitement immobile. Son corps marqué de cicatrices racontait une histoire d'horreur jamais prononcée. Autrefois fier, chien militaire, il n'était plus qu'une ombre de lui-même. Il ne releva même pas la tête lorsque des ricanements et des murmures méprisants se propagèrent dans la pièce. « Il ne vaut pas 10 $, lança quelqu'un. « Marchandise défectueuse, ajouta une autre voix. La commissaire priseuse avala sa salive, la voix brisée par le malaise. « Mise à prix 50 $. Quelqu'un ?» Des rires éclatèrent dans la foule jusqu'à ce qu'une chaise raclât le sol au fond de la salle. Un jeune homme vêtu d'une veste usée du corps des Marines se leva lentement. Son visage était à moitié plongé dans l'ombre, mais sa voix, calme et hantée, fendit l'air. « Je le prends ». Le silence tomba instantanément. Personne ne le savait encore, mais cet instant précis allait tout changer. À 34 ans, Daniel Harper avait déjà vu trop de choses brisées. Ses mains calleuses et son regard lointain racontaient des combats livrés bien loin de chez lui. 3 ans s'étaient écoulés depuis son retour de sa dernière mission avec les Marines. Mais il sursautait toujours au moindre bruit sec et se réveillait en sueur au milieu de la nuit. Le petit ranch du Montana, qu'il avait hérité de son grand-père, était devenu à la fois son refuge et sa prison. Chaque journée suivait la même routine immuable. Café à l'aube, soins aux quelques chevaux laissés par son grand-père, puis une lutte silencieuse contre des souvenirs qui refusaient de s'effacer. Le bureau local des anciens combattants appelait régulièrement, mais leur message résonnait sans réponse sur son répondeur. Les médicaments prescrits prenaient la poussière dans l'armoire de la salle de bain. Ce matin-là, Daniel n'avait pas prévu d'assister à la vente aux enchères du comté. Pourtant, une petite annonce dans le journal local avait attiré son attention. Ancien chien militaire, agressif, aucun entraînement possible. Dernière vente avant euthanasie. 6 lignes sèches qui avaient suffi à faire trembler ses mains d'une colère qu'il n'avait plus ressentie depuis l'Afghanistan. L'histoire de ce berger allemand était gravée dans ses cicatrices. Les chiens militaires étaient censés être traités comme des héros, partir à la retraite avec dignité. Celui-ci avait les côtes saillantes sous un pelage terne. Et ses vieilles blessures racontaient quelque chose de bien plus sombre qu'un service honorable. Sous les néons de la salle, Daniel distingua des marques qui ne pouvaient provenir que de sévices répétés. Mais ce furent les yeux du chien qui le frappèrent le plus. Ce regard vide, absent, le même que celui qu'il croisait chaque matin dans le miroir. Le regard de quelqu'un qui avait trop vu, trop subi, avant de se briser sous le poids de tout cela. Dans un coin de la salle, Dr Laura Mitchell, la vétérinaire locale, observait la scène en silence. Elle suivait le dossier du chien depuis plusieurs semaines, mais toutes ses tentatives d'intervention avaient été bloquées par la bureaucratie et des documents militaires inaccessibles. Elle regardait Daniel avec un mélange d'espoir et d'inquiétude, se demandant si ce soldat brisé pouvait réellement aider ce chien brisé ou s'ils allaient simplement se détruire davantage. Les formalités furent expédiées en moins de 15 minutes, aucune question, aucun contrôle. 200 $, une décharge de responsabilité signée sans même la lire. La facilité de la transaction donna la nausée à Daniel. Un chien de service militaire vendu comme un meuble usagé. « Il est à vous », lança le commissaire-priseur en lui tendant une vieille laisse en cuir. « Mais je vous conseille une muselière, il est imprévisible. » Daniel s'approcha lentement du berger allemand. Le bruit de ses bottes résonnait sur le béton. Le chien ne bougea pas,
Mais Daniel remarqua la tension imperceptible de ses muscles, les oreilles légèrement aplaties. Il connaissait ce langage. « Salut mon gars !» murmura-t-il en s'accroupissant à plusieurs mètres. « Je m'appelle Daniel, je ne te ferai pas de mal. » Les yeux du chien frémirent, un éclat de conscience traversant leur opacité. Daniel resta parfaitement immobile, se souvenant de son entraînement avec les chiens militaires. Ne jamais approcher de face, éviter les gestes brusques, ne jamais montrer la peur. Dr Mitchell s'approcha doucement. « Ces dossiers sont incomplets, dit-elle à voix basse. Il est ici depuis 3 semaines, il ne laisse personne le toucher. Mange à peine. » Daniel hocha la tête sans quitter le chien des yeux. « Comment s'appelle-t-il » ? Ils l'appellent Zéro, parce que c'est ce qu'il vaut à leurs yeux. L'amertume dans la voix de la vétérinaire était évidente. « Ce n'est plus ton nom, » murmura Daniel en direction du chien. « On t'en trouvera un meilleur ?» Ce qui se produisit ensuite fut si rapide que, plus tard, personne ne parvint à s'accorder sur les détails exacts. Le berger allemand bondit soudain, crocs en avant, une fulgurance visant directement la gorge de Daniel. Mais au lieu de reculer, Daniel resta immobile. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance peut-être, une douleur partagée. Les mâchoires du chien s'arrêtèrent à quelques centimètres de son cou. Son souffle brûlant se mêla à l'odeur de peur et d'agression. Puis, lentement, le chien recula. La rage céda la place à la confusion. « Mon Dieu !» souffla quelqu'un. « Il est trop dangereux, il faut l'abattre. »« Non !» répondit Daniel d'une voix ferme en se relevant. « Il vient avec moi. » Faire monter le chien dans le pick-up fut un autre combat. Il refusait d'avancer, figé par la peur. Daniel ne força pas. Il s'assit simplement sur le sol, parlant doucement de son ranch, des grands espaces, des matins silencieux. 1 heure passa, puis 2. « Monsieur Harper » appela le commissaire-priseur. « Nous allons fermer. Nous partirons quand il sera prêt », répondit Daniel sans détour. Et alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres à travers les vitres, le berger allemand fit un premier pas hésitant vers lui. Puis un second, lorsqu'ils atteignirent le camion, le chien marchait à ses côtés. Pas par confiance, mais par choix. Dr Mitchell les regarda s'éloigner sous un ciel aux teintes violettes et dorées. « Bonne chance », murmura-t-elle sans savoir si elle s'adressait à l'homme ou au chien. Ils ignoraient encore que ce n'était pas qu'un sauvetage. C'était le début d'une histoire capable de déterrer des secrets enfouis, de remettre en cause des protocoles militaires et de prouver que parfois la guérison la plus profonde naît du fait d'aider une autre âme à retrouver le chemin de la lumière. La première nuit, au ranch, mit à l'épreuve l'homme comme le chien. Daniel avait préparé l'ancienne grange avec soin, étalant de la paille fraîche, disposant de l'eau et laissant la porte grande ouverte pour ne pas donner l'impression d'un piège. Mais le berger allemand refusa catégoriquement d'entrer. Il resta planté dans l'obscurité, tremblant de tout son corps, les yeux fixés sur l'espace confiné, comme s'il y voyait des horreurs indicibles. « D'accord », murmura Daniel sans insister. « On va faire à ta façon. » Ils passèrent la nuit sous les étoiles, Daniel assis sur les marches du porche, le chien à bonne distance près de la clôture. Aucun des deux ne dormit. Lorsque l'aube se leva sur les montagnes du Montana, Daniel constata que la gamelle était restée intacte. Dr Mitchell arriva tôt ce matin-là, son vieux pick-up soulevant un nuage de poussière sur l'allée de gravier. Elle observa le bol de nourriture, puis le visage épuisé de Daniel. « Comment s'est passée la nuit ?» demanda-t-elle doucement. « On s'adapte ?» répondit-il d'une voix rauque, après des heures passées à parler à un chien qui n'osait pas s'approcher. L'examen vétérinaire s'avéra impossible. Dès que la docteure tendit la main vers sa sacoche, le comportement du berger changea brutalement. Les poils de son échine se hérissèrent, un grondement sourd monta de sa poitrine. Lorsqu'elle fit un pas de plus, il se plaqua contre la clôture, croc découvert, yeux écarquillés par la panique. « Ce n'est pas de l'agressivité », observa-t-elle en reculant. « C'est un traumatisme profond. Ce qu'il a vécu impliquait du matériel médical. » Toute la journée, Daniel tenta d'instaurer une routine. Chaque approche déclenchait soit une menace violente, soit un repli total. Le chien alternait entre des charges intimidantes et des moments où il se recroquevillait dans les coins, secoué de tremblements incontrôlables. À la tombée du jour, l'épuisement et la frustration pesaient lourd. Le chien n'avait pas mangé depuis plus de 24 heures, refusait tout contact et aucun progrès tangible n'était visible. Le téléphone de Daniel sonna. Dr Mitchell prenait des nouvelles. « Parfois, dit-elle avec douceur, ils sont trop abîmés. » « Non, » coupa Daniel en observant le chien longer nerveusement la clôture. « Il n'est pas trop abîmé. Il est juste perdu, comme moi à une époque. » Lorsque l'orage descendit des montagnes cette nuit-là, l'épreuve prit une autre dimension.
Le premier coup de tonnerre plongea le berger allemand dans une panique aveugle. Il se projeta contre la clôture, s'ouvrant l'épaule avant de détaler vers les limites du terrain. Daniel courut derrière lui, la pluie détrempant sa veste, la boue aspirant ses bottes. La silhouette sombre du chien apparaissait et disparaissait dans les éclairs. Ils parcoururent près de 3 kilomètres avant que l'animal ne se retrouve coincé dans un fossé de drainage, acculé, terrifié. Daniel s'assit alors dans la boue battante, laissant la pluie ruisseler sur son visage. « Je sais ce que ça fait, dit-il calmement, quand le tonnerre ressemble à des mortiers, quand chaque ombre est une menace, quand tu ne fais confiance à personne parce que la confiance a déjà tué des amis. » Les oreilles du chien frémirent. « Mais on ne peut pas vivre éternellement dans cet endroit-là, celui où tout fait mal. Crois-moi, j'ai essayé. » Des heures passèrent. L'orage s'apaisa peu à peu. À la première lueur de l'aube, le berger fit un pas hésitant vers Daniel, puis un autre. Il ne s'approcha pas assez pour être touché, mais quelque chose avait changé. Ils rentrèrent ensemble au ranch, deux guerriers brisés, séparés par l'espèce, mais unis par la douleur. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était un commencement. Une semaine plus tard, Dr Mitchell arriva avec une nouvelle qui allait tout bouleverser. Elle tenait une épaisse enveloppe cartonnée, l'expression grave. Assise à la table de la cuisine, elle étala des documents tamponnés de sceaux officiels. « L'armée a finalement libéré une partie de son dossier, dit-elle. Son vrai nom est Ranger. Il a été déployé avec le corps des Marines, commandement des opérations spéciales en Afghanistan. » Les mains de Daniel tremblèrent en parcourant les pages. Le berger, que Daniel appelait désormais Ghost à cause de sa manière de suivre à distance, observait depuis l'entrée. « 3 tours de combat, poursuivit-elle, très décorés. Puis, quelque chose s'est produit. Il y a un trou de 6 mois, plus aucune trace officielle. » Daniel fronça les sourcils. « Ces journaux d'entraînement, regardez les horaires, 20 heures par jour, aucun chien ne peut tenir ça. » « Ce n'est pas tout, » hésita la vétérinaire en sortant un dernier document. « Les dates de sa dernière mission correspondent à ta dernière rotation. » Daniel pâlit. « Il était là, murmura-t-il, le jour où l'équipe du lieutenant Brooks est tombée à Kandahar. » Le silence s'abattit lourdement. Ghost s'approcha volontairement de la table pour la première fois. « Quelqu'un voulait qu'il disparaisse, » dit Dr Mitchell. « Les chiens militaires ne finissent d'au pas dans des ventes civiles. Pas comme ça. » Daniel se leva brusquement, faisant reculer Ghost d'un pas. Qui le gérait? Qui était son dernier commandant? Elle secoua la tête. Les pages sont entièrement noircies, mais j'ai un contact officieux à Washington. C'est alors que Ghost commença à gémir, un son aigu de détresse. Il se grattait frénétiquement le cou. Daniel s'approcha lentement. Pour la première fois, le chien ne recula pas. Sous l'épaisseur du pelage, ses doigts touchèrent quelque chose de métallique. « Appelle la clinique, dit-il. On doit voir ça. » Ce soir-là, sous une sédation prudente, Dr Mitchell retira un petit tag militaire enfoui dans la chair. Les chiffres étaient à moitié effacés, mais un nom restait lisible, Major Thomas Caldwell. Le visage de Daniel se décomposa. Impossible. Il a été renvoyé pour violation éthique il y a 3 ans. Tout le monde connaissait son programme d'entraînement renforcé. Des rumeurs, mais jamais de preuves. Ghost remua faiblement. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Daniel, une reconnaissance troublante apparut. « Ce qu'il a vécu pendant ces 6 mois, murmura la vétérinaire, remonte jusqu'au plus haut niveau du programme canin militaire. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Trouver Caldwell, répondit Daniel sans hésiter. Ghost mérite justice. Ils la méritent tous. » Aucun des deux ne savait encore que cette décision allait mettre leur vie en danger. Le tournant survint un dimanche matin paisible. Daniel s'était assoupi sur sa chaise de porche après une nuit de cauchemar. Un gémissement le réveilla. Ghost se débattait dans le jardin, prisonnier de ses propres terreurs nocturnes. Sans réfléchir, Daniel parla avec la même voix qu'il utilisait autrefois avec ses hommes. « Tu es en sécurité? Tu es au Montana? La guerre était finie. » Les yeux du chien s'ouvrirent brusquement, mais au lieu de la réaction violente habituelle, il resta immobile. Après un long moment, Ghost monta les marches et s'assit près de lui, sans contact, mais présent. « Moi aussi je les ai, » murmura Daniel. Ces rêves où tout recommence. Le corps du chien se détendit lentement. Plus tard, Dr Mitchell s'arrêta net en voyant la scène. Daniel lisant sur le porche, Ghost allongé en contrebas. « C'est incroyable !» souffla-t-elle. « Qu'est-ce qui a changé ?»« On s'est reconnus » répondit-il simplement. Ce jour-là, Ghost accepta de manger dans la main de Daniel. Lorsqu'un moteur éclata au loin, il se rapprocha du porche au lieu de fuir.
Le soir, un appel de Washington confirma que Caldwell travaillait désormais pour une société militaire privée. Daniel serra les poings. Il continue. Ghost s'approcha, les jambes légèrement tremblantes. « Je te le promets, » dit Daniel en s'agenouillant. « Il ne fera plus jamais de mal. » Ce soir-là, Daniel laissa la porte ouverte. Ghost hésita longuement, puis entra. Il ne se coucha pas. Mais il avait choisi. Les jours suivants apportèrent une visite inattendue. Madame Emily Brooks, veuve du lieutenant Michael Brooks, se présenta un matin sans prévenir au ranch. La réaction de Ghost fut immédiate et stupéfiante. Au lieu de son habituelle méfiance envers les inconnus, le berger allemand s'approcha lentement d'elle, la queue basse mais détendue. Emily s'immobilisa sur le porche, les larmes montant aux yeux. « C'est lui, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Michael parlait de ce chien dans sa dernière lettre. Il disait qu'il avait sauvé 3 hommes avant. Sa voix se brisa. Ghost posa doucement sa tête contre la main d'Emily. Le geste était mesuré, presque cérémoniel. Elle s'agenouilla, entourant son cou de ses bras. Pour la première fois depuis son arrivée au ranch, Ghost acceptait pleinement le contact humain. Il se souvient, dit Daniel à voix basse, les chiens militaires n'oublient jamais les leurs. Autour d'un café, Emily partagea ce qu'elle savait. Les dernières lettres de son mari évoquaient des inquiétudes croissantes concernant le programme d'entraînement canin, en particulier les méthodes du major Caldwell. Des chiens disparaissaient après avoir montré des signes de détresse. Michael rassemblait des preuves, expliqua-t-elle. Il disait que quelque chose n'allait pas. Puis elle sortit une enveloppe scellée. Il m'a demandé de la garder si jamais... À l'intérieur se trouvaient des photos, des notes manuscrites, des journaux d'entraînement montrant des horaires inhumains, des techniques de stress extrême, et surtout des dossiers classant des chiens en parfaite santé comme instables après avoir signalé des blessures. Il ne faisait pas que les briser, réalisa Daniel. Il éliminait ceux qui pouvaient le dénoncer. Ghost se redressa brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Un SUV noir venait d'apparaître au bout de l'allée. La peur pure traversa son corps. Dans l'arrière-salle, ordonna Daniel à Emily. « Appelle Dr Mitchell ». 2 hommes en civil approchèrent. Ghost se plaça instinctivement entre Daniel et la porte. Son grondement n'avait plus rien de paniqué. « Consultant en sécurité privée », annonça l'un d'eux. « Nous souhaitons acquérir certains chiens retraités. »« Il n'est pas à vendre ?» répondit Daniel calmement. « Harceler un ancien marine et tenter d'acquérir illégalement un actif militaire est un crime fédéral. » Les hommes reculèrent, mais leur message était clair. Peu après, Ghost fut retrouvé tremblant dans la cuisine. Au lieu de s'isoler, il se rapprocha de Daniel jusqu'à poser son flanc contre sa jambe. Un contact bref, mais monumental. Emily sortit, le visage déterminé. « Michael est mort en essayant d'exposer ça. On doit finir ce qu'il a commencé. » Daniel hocha la tête. Ghost, désormais calme, se tenait à ses côtés. Il n'était plus sauveteur et victime. Il formait une équipe. 3 jours plus tard, Dr Mitchell arriva avant l'aube avec une nouvelle terrible. 3 autres chiens du programme de Caldwell ont été euthanasiés dans des cliniques de privé, tous déclarés agressifs. Daniel serra les dents. Ils nettoyèrent les preuves. Un coup sec à la porte interrompit la discussion. Ghost se leva, posture droite, alerte. Monsieur Richard Nolan, agent fédéral, se présenta. Le lieutenant Brooks était notre informateur, expliqua-t-il. Caldwell élimine systématiquement les chiens témoins. Le vôtre est peut-être le dernier. Ghost se rapprocha de Daniel, non par peur, mais par loyauté. Un craquement retentit dehors. Ghost bondit, percutant Daniel juste avant que la fenêtre n'explose. Des douilles furent retrouvées dans les arbres. Un avertissement, conclut Nolan. Ils sont acculés. Le lendemain, Daniel et Ghost s'entraînèrent différemment. Pas d'ordre. Pas de domination. « Tu veux vérifier le périmètre avec moi ?» demanda-t-il simplement. Ghost se plaça à son côté de lui-même. Ils travaillaient désormais comme 2 vétérans. Lors d'un orage, Ghost se pressa contre la jambe de Daniel au lieu de paniquer. « On est en sécurité », murmura-t-il. Pour la première fois, la confiance était totale. Dr Mitchell annonça ensuite une nouvelle cruciale. Caldwell organise une démonstration publique dans 2 semaines. Des observateurs militaires, des acheteurs étrangers. Daniel comprit aussitôt. « Des témoins, c'est notre fenêtre. »« C'est dangereux », avertit-elle. Ghost s'avança, posture droite, tête haute. Non pas par contrainte, mais par choix. « Il est prêt », dit Daniel. Ce soir-là, Ghost posa brièvement sa tête sur le genou de Daniel. Une promesse silencieuse. Dans les jours suivants, l'histoire se répandit dans la communauté. D'anciens combattants affluèrent. Monsieur Frank Dalton, ancien maître chien, reconnut immédiatement Ghost. « Caldwell m'a pris 2 chiens.
Même méthode, la solidarité s'organisa. Le shérif local mit en place des patrouilles, des vétérinaires offrirent leur aide. Une fillette lança une collecte pour me protéger les chiens militaires. Ghost accepta même la caresse d'un enfant. « Il n'est pas méchant », déclara-t-elle fièrement. « Il a juste été blessé. » Un soir, une dizaine de vétérans se réunirent dans la grange. Plan, carte, stratégie. « La démonstration est dans 10 jours », annonça Dalton. Ghost circulait parmi eux, confiant, respecté. Un symbole vivant. « Caldwell a oublié une chose », dit Dalton en observant Ghost. « L'esprit d'un guerrier ne se brise pas. » 5 jours avant l'événement, un appel nocturne alerta Daniel. Des véhicules approchaient sans phare, communication coupée. Ghost se positionna avec précision. Caldwell apparut, arrogant. « Ces chiens étaient instables », lança-t-il. « Nous leur avons offert une fin humaine. » Ghost grogna maîtrisé. « Il n'est plus ton arme », répondit Daniel. « Il a choisi son camp. » Les vétérans encerclèrent la zone. Caldwell recula. La confrontation était inévitable. À l'aube, Daniel et Ghost se rendirent à la démonstration sous couverture officielle. Derrière les bâtiments, ils découvrirent des chiens sédatés, prêts à disparaître. Un jeune dresseur hésita en reconnaissant Ghost. On m'a dit qu'il était mort. Caldwell arriva, tentant de reprendre le contrôle. Mais Ghost s'assit, posture parfaite de chien militaire. La vérité éclata. Documents, photos, témoignages, les observateurs filmaient. Caldwell perdit son masque. Lorsque Caldwell tenta une dernière manœuvre, Ghost réagit avec une précision exemplaire, le désarma sans violence inutile. Les chiens furent sauvés. L'un d'eux paniqua, tenta de fuir. Ghost l'intercepta sans force, utilisant calme et expérience. « Voilà ce qu'ils sont capables de faire quand on les respecte », déclara Daniel. Plus tard, lors d'un incendie provoqué pour détruire les preuves, Ghost retourna dans les flammes pour sauver 2 chiens sédatés. Il ressortit brûlé, à bout de force, transporté en urgence, il lutta pour sa vie. Toute la communauté veilla, enfants, vétérans, commerçants. Une mobilisation totale. 3 jours plus tard, Ghost ouvrit les yeux. Sa queue remua faiblement. Il avait survécu. La salle d'attente de la clinique vétérinaire ressemblait désormais à un poste de commandement improvisé. Daniel restait assis, immobile, les mains encore noircies par la suie, fixant la porte des soins intensifs derrière laquelle Ghost luttait pour sa survie. Le silence n'était brisé que par le bourdonnement des machines et les murmures discrets des personnes venues de veiller. Dr Mitchell apparaissait régulièrement, professionnel mais visiblement éprouvé. « Il se bat ?» répétait-elle, « les prochaines heures seront décisives. » Les brûlures le long de son flanc gauche étaient sévères, et l'inhalation de fumée avait lourdement endommagé ses poumons, mais son cœur tenait bon. Madame Emily Brooks arriva en fin de soirée tenant entre ses mains le vieux drapeau militaire de son mari. Sans un mot, elle le posa sur les épaules de Daniel. Ce simple geste fissura la carapace qu'il portait depuis des années. Pour la première fois depuis son retour du front, Daniel s'effondra, laissant couler des larmes qu'il avait trop longtemps retenues. « J'aurais dû l'arrêter », murmura-t-il. « Comme j'aurais dû sauver mon équipe. » Monsieur Frank Dalton, appuyé sur sa canne, posa une main ferme sur son épaule. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, fils. Ghost a fait un choix, le même que n'importe quel soldat aurait fait pour ses frères d'armes. Tu lui as rendu sa mission. » Tout au long de la nuit, des vétérans se relayèrent silencieusement. Certains restaient debout contre les murs, d'autres assis par terre, tous partageant cette compréhension muette propre à ceux qui ont vu la guerre de trop près. À l'aube, l'état de Ghost se détériora brutalement. Les alarmes retentirent, l'équipe médicale se précipita. Daniel observa, impuissant, chaque geste à travers la vitre. « S'il te plaît » souffla-t-il, la main posée contre le verre. « On est censé guérir ensemble. » Puis, lentement, les constantes se stabilisèrent. Ghost avait tenu. La nouvelle se répandit dans toute la vallée. Le propriétaire du magasin agricole organisa des tours de veille. Le shérif posta des adjoints devant la clinique. Une fillette de 9 ans, Lucy Carter, lança une collecte à l'école primaire. Sauver Ghost. Les vitrines se couvrirent d'affiches. Des dons affluèrent de tout l'État, permettant l'achat d'équipements respiratoires spécialisés. 3 jours plus tard, Dr Mitchell réunit tout le monde. « Il est hors de danger immédiat », annonça-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Lorsque Daniel fut enfin autorisé à entrer, Ghost ouvrit faiblement les yeux et fit remuer sa queue. Un mouvement infime, mais porteur d'une force immense. Pendant la convalescence, Monsieur Nolan, l'agent fédéral, apporta un dossier classifié. « Ce rapport a été délibérément enterré », expliqua-t-il.
Il détaillait la dernière mission de Ghost en Afghanistan. Affecté à l'unité du lieutenant Brooks, Ghost avait détecté une embuscade bien avant qu'elle ne se déclenche. Son maître, sous les ordres directs de Caldwell, avait ignoré ces signaux. Contre toute consigne, Ghost s'était libéré pour prévenir l'unité. Son intervention avait sauvé plusieurs vies, mais avait ruiné la théorie d'entraînement brutale de Caldwell. Après la mission, Ghost fut puni, transféré, brisé. « Il n'a pas désobéi » murmura Daniel en caressant doucement sa tête bandée. « Il a fait ce qui était juste. » Le journal personnel de Brooks confirma tout. Ghost avait tenté de guider les soldats vers une position de repli, la même que celle sécurisée par l'équipe de Daniel ce jour-là. Une vérité écrasante s'imposa. Ils avaient combattu la même bataille, chacun à leur manière. Ghost n'avait jamais été instable. Il avait été courageux. Lors de l'audience militaire, les preuves s'accumulèrent. Programme parallèle, données falsifiées, chiens éliminés pour masquer les abus, Caldwell avait bâti un système fermé où toute indépendance était considérée comme une menace. Ghost, désormais rétabli, se tenait fièrement aux côtés de Daniel, symbole vivant de la faillite morale de ce programme. Les recommandations furent sans appel: refonte totale des protocoles, surveillance indépendante, protection des lanceurs d'alerte et création d'un véritable programme de retraite pour les chiens militaires. 6 mois plus tard, le ranch de Daniel s'était transformé. Rebaptisé Secondon Carneuf Center, il accueillait des chiens militaires retraités et leurs anciens maîtres. Dr Mitchell et M. Dalton y avaient développé une méthode inédite axée sur la guérison mutuelle. Ghost jouait un rôle central. Il semblait instinctivement savoir comment approcher chaque nouveau venu, ajustant son attitude selon les blessures visibles ou invisibles. Le premier succès fut un Malinois nommé Blaze, promis à l'euthanasie. 3 mois plus tard, Blaze repartait avec un ancien sergent, apaisé, réconcilié avec le monde. « Ils n'ont pas besoin d'être réentraînés », expliquait Daniel aux officiers venus observer. « Ils ont besoin de se souvenir de qui ils étaient avant la trahison. » Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Plus de 90% des chiens retrouvaient une vie stable. Le modèle inspira des réformes nationales. Le protocole Ghost devint une référence, imposant des évaluations psychologiques indépendantes et bannissant les méthodes coercitives. Ghost, désormais grisonnant, circulait calmement entre les bâtiments, respecté par tous. Il n'était plus un survivant, mais un guide. Lors d'un exercice, un jeune chien paniqua sous un bruit sec. Ghost s'allongea devant lui, adoptant une posture vulnérable. En quelques minutes, la panique se dissipa. « Il comprend », nota Dr Mitchell. « Ces chiens possèdent une intelligence émotionnelle que nous avons trop longtemps ignorée. » 2 ans plus tard, lors de la marche de Ghost, vétérans et chiens se rassemblèrent pour célébrer le chemin parcouru. Daniel et Ghost observaient la scène depuis le porche, là où tout avait commencé. Le chien posa brièvement sa tête contre la jambe de Daniel. Plus besoin de mots. Leur histoire, née dans une salle de vente méprisante, avait changé des vies, des lois et une manière de voir ceux qui servent en silence. Ghost avait trouvé la paix, et en aidant les autres à guérir, Daniel avait retrouvé la sienne. La convalescence de Ghost marqua un tournant silencieux mais profond. Chaque jour, Daniel s'asseyait près de son box, parlant à voix basse, décrivant les collines du ranch, les chevaux au lever du soleil, les nouveaux chiens qui arriveraient bientôt. Ghost écoutait, parfois immobile, parfois en remuant faiblement la queue. Les brûlures cicatrisaient lentement, les poumons retrouvaient de la force, mais quelque chose de plus subtil guérissait aussi. Il n'y avait plus cette peur constante dans son regard. À sa place, une vigilance calme, maîtrisée, presque sereine. Dr Mitchell notait tout avec précision. « Ce n'est pas seulement une récupération physique », expliquait-elle à ses collègues venus observer le cas. « C'est une réappropriation de son identité. » Lorsque Ghost put enfin quitter la clinique, tout le comté sembla retenir son souffle. Des vétérans alignés sur le trottoir saluèrent discrètement son passage. Daniel chargea son partenaire dans le camion avec une douceur infinie. Le retour au ranch fut silencieux, chargé d'une émotion que ni l'un ni l'autre n'avait besoin d'exprimer. Ghost descendit lentement, inspira l'air familier, puis s'assit face aux montagnes, comme s'il se souvenait exactement de ce pourquoi il avait survécu. Le Secondon Carneuf Center prit forme rapidement. Ce qui n'était au départ qu'une grange rénovée devint un lieu structuré, pensé pour la reconstruction. Pas de cages étroites, pas de chaînes, pas de cris. Des espaces ouverts, des zones calmes, des routines flexibles. Daniel insistait sur un principe fondamental, le choix. « Aucun chien ici n'obéit par peur », répétait-il. «
Ils coopèrent parce qu'ils se sentent en sécurité. Monsieur Frank Dalton formait les nouveaux intervenants, transmettant une sagesse acquise sur des décennies de terrain. Un bon maître chien écoute plus qu'il ne commande, disait-il. Les premiers arrivants furent difficiles. Un berger hollandais nommé Kane, autrefois explosif, refusait tout contact. Un labrador noir, Milo, se figeait au moindre bruit métallique. Daniel ne forçait rien. Ghost, lui, observait. Lorsqu'il s'approchait, c'était toujours lentement, respectant les distances. Avec Kane, il s'asseyait simplement à quelques mètres, partageant l'espace sans exigence. Avec Milo, il se plaçait entre la source du bruit et le chien, offrant un écran rassurant. Les progrès étaient parfois imperceptibles, mais constants. La réputation du centre s'étendit au-delà de l'État. Des officiers supérieurs vinrent discrètement, curieux de comprendre ce qui fonctionnait là où tant d'autres avaient échoué. Daniel présentait des dossiers clairs, des statistiques, mais insistait surtout sur les histoires humaines. « Regardez leur maître », disait-il, « la guérison est mutuelle ». En effet, les anciens combattants impliqués dans le programme montraient une amélioration significative de leurs symptômes de stress post-traumatique. Les nuits devenaient plus calmes, les silences moins lourds. Madame Emily Brooks prit un rôle central au sein du centre, coordonnant l'accueil des familles et conservant la mémoire de ceux qui n'étaient jamais revenus. Une petite bibliothèque vit le jour, dédiée aux chiens militaires tombés ou oubliés. Sur une étagère, le journal de son mari reposait accessible à ceux qui avaient besoin de comprendre. Ghost passait souvent devant, s'arrêtant parfois comme s'il reconnaissait l'importance de ce lieu. Les réformes militaires commencèrent à se concrétiser. Le protocole Ghost fut officiellement adopté par plusieurs branches des forces armées. Il imposait un suivi vétérinaire indépendant, des rotations de repos obligatoires et surtout l'interdiction totale des méthodes coercitives basées sur la douleur. Un registre national des chiens militaires fut créé, garantissant qu'aucun ne puisse disparaître sans trace. Daniel et Ghost furent invités à témoigner devant des commissions. Ghost restait calme, assis à côté de Daniel, incarnant silencieusement tout ce que les chiffres ne pouvaient pas dire. Un jour d'automne, un jeune caporal nommé Ryan Cole arriva avec un chien à peine âgé de 2 ans, Echo, revenu d'une mission traumatisante. Ryan ne parlait presque pas. Echo non plus. Ghost s'approcha, s'allongea près d'eux, tête posée sur les pattes. 1 heure passa, puis 2. À la fin de la journée, Ryan leva enfin les yeux. « Il me rappelle que je ne suis pas seul », murmura-t-il. Ce soir-là, Echo mangea pour la première fois depuis des jours. La communauté continua de soutenir le centre. Le shérif maintenait une présence régulière. Les écoles organisaient des visites éducatives. Les enfants apprenaient que ces chiens n'étaient pas dangereux, mais blessés. Ghost, patient, acceptait leur présence, devenant un ambassadeur inattendu. Sa simple posture inspirait le respect. Pas la crainte, le respect. 1 an après l'arrestation de Caldwell, le procès révéla l'ampleur des abus. Des dizaines de témoignages, humains et vétérinaires, confirmèrent un système bâti sur la peur et l'élimination. Lorsque la sentence fut prononcée, Daniel n'assista pas à l'audience. Il préféra rester au ranch, assis sur le porche avec Ghost, observant les chiens jouer dans la prairie. « La justice ne ramènera pas ce qui a été perdu », dit-il doucement. « Mais elle peut empêcher que ça recommence. » Ghost posa sa tête contre lui immobile. Le centre accueillit bientôt des délégations étrangères. Des programmes similaires virent le jour ailleurs, inspirés par cette approche humaine et respectueuse. Dr Mitchell publia plusieurs études dans des revues spécialisées, démontrant scientifiquement ce que Ghost incarnait naturellement. La capacité des chiens à traiter le traumatisme par le lien, pas par la contrainte. « Nous avons longtemps cherché à les contrôler », écrivait-elle. « Il fallait simplement les comprendre. » Le soir, lorsque le ranch retrouvait son calme, Daniel et Ghost effectuaient leur ronde habituelle. Rien d'officiel, juste une habitude partagée. Parfois, Daniel parlait de son grand-père. D'autres fois, il ne disait rien. Ghost comprenait les deux. Il s'arrêtait souvent au même endroit, là où, la première nuit, Ghost avait refusé d'entrer dans la grange. Aujourd'hui, c'était son lieu préféré, le symbole d'un chemin parcouru. Un crépuscule, alors que le soleil embrasait les montagnes, Daniel observa Ghost guider un nouveau chien anxieux vers un point d'eau, sans ordre, sans geste brusque, juste par présence. « Tu vois » murmura-t-il, « tu n'étais jamais cassé, on t'avait juste fait oublier qui tu étais. » Ghost leva les yeux vers lui, calme, entier, libre. Avec le temps, le Segondon Canove Center devint bien plus qu'un lieu de réhabilitation.
Il se transforma en point de convergence pour des histoires que l'armée avait longtemps préféré taire. Chaque semaine, de nouveaux dossiers arrivaient sur le bureau de Daniel, des chiens officiellement déclarés inaptes, instables ou dangereux, mais dont les parcours présentaient tous les mêmes incohérences. Horaires d'entraînement irréalistes, blessures mal documentées, changements soudains de comportement suivis d'une mise à l'écart brutale. Daniel reconnaissait ces schémas. Il les avait vécus lui-même, chez des hommes comme chez des animaux. Ghost, désormais pleinement remis de ses blessures, semblait porter cette mission comme une évidence. Il accueillait chaque nouveau chien avec une attention presque cérémonielle. Il ne cherchait jamais à dominer. Il observait, évaluait, puis s'approchait selon un rythme qui n'appartenait qu'à lui. Certains chiens le repoussaient au début, d'autres se figeaient, incapables de soutenir son regard. Ghost acceptait tout, patient, inébranlable. Son autorité ne venait ni de la force ni de l'entraînement. Elle venait de l'expérience. Un matin d'hiver, un ancien sergent nommé Mark Reynolds arriva avec un chien massif au regard éteint, un berger allemand appelé Titan. Titan avait servi lors de missions de déminage et présentait de violentes réactions à tout stimulus sonore. Mark dormait à peine, rongé par la culpabilité d'avoir demandé son retrait du service. « Ils allaient l'abattre », expliqua-t-il d'une voix brisée. « J'ai signé parce qu'on m'a dit que c'était la seule option. » Daniel posa une main sur son épaule. « Tu l'as amené ici. Ça, c'est déjà un choix courageux. » Les premières heures furent tendues. Titan chargea plusieurs fois, incapable de gérer sa peur. Daniel resta à distance, mais Ghost s'avança calmement et se plaça dans son champ de vision. Il ne grogna pas, ne montra aucune agressivité. Il s'assit simplement, ancré, présent. Le souffle de Titan ralentit progressivement. Ce jour-là, il mangea. Le lendemain, il accepta de s'allonger près de Ghost. Mark observa la scène en silence, les larmes aux yeux. « Il ne m'a jamais laissé l'approcher comme ça », murmura-t-il. « Parce que toi aussi tu avais peur », répondit doucement Daniel. Il la sentait. Ce constat devint un pilier du programme. La réhabilitation ne concernait pas uniquement les chiens. Les anciens combattants participaient activement au processus. Ils apprenaient à reconnaître leurs propres déclencheurs, à respirer, à ralentir. Dr Mitchell mit en place des séances conjointes où vétérans et chiens travaillaient côte à côte, sans ordre, sans objectifs imposés. Les progrès étaient parfois lents mais profonds. Les cauchemars diminuaient, les colères s'apaisaient, la solitude recula. Pendant ce temps, les retombées du scandale Caldwell continuaient de se propager. De nouvelles enquêtes furent ouvertes dans plusieurs États. Des responsables furent suspendus. Des contrats annulés. Les médias commencèrent à parler d'un tournant historique dans la gestion des chiens militaires. Daniel restait en retrait de l'agitation médiatique. « Ce n'est pas une victoire », répétait-il. « C'est une réparation tardive. » Ghost, allongé près de lui, semblait approuver ce silence. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur le ranch, Daniel reçut un appel inattendu. Monsieur Andrew Collins, représentant du département de la Défense, demanda une rencontre discrète. Il arrive quelques jours plus tard, sans escorte, vêtu simplement. Nous avons longtemps considéré ces chiens comme des outils, admit-il sans détour. L'affaire Caldwell nous a forcés à regarder la vérité en face. Il observa Ghost avec un respect évident. Nous voulons intégrer votre méthode dans les centres de formation. Officiellement, Daniel resta silencieux un long moment. À une condition, répondit-il enfin, que ces chiens aient toujours le choix. Collins hocha la tête. C'est justement ce que nous voulons apprendre. Le printemps suivant, le centre accueillit une première promotion de formateurs militaires venus observer et apprendre. Ils furent frappés par l'atmosphère, pas de cris, pas de sifflets, juste des gestes lents, des silences, des regards. Ghost participait à chaque séance, non comme un modèle à imiter, mais comme une référence vivante. Un formateur confia plus tard, « Ce chien m'a appris plus sur le commandement que 20 ans de carrière. » Parallèlement, Emily Brooks développa un programme éducatif destiné aux familles de militaires. Elle racontait l'histoire des chiens, mais aussi celle des hommes et des femmes qui revenaient brisés. « Comprendre le traumatisme, c'est la première étape pour ne plus le reproduire », disait-elle. Ghost apparaissait souvent lors de ces rencontres, se tenant calmement à ses côtés. Sa simple présence apaisait les enfants. Un événement marquant eut lieu lors d'une visite officielle. Un jeune chien récemment arrivé, Nova, entra en crise lors d'une démonstration. Les anciens réflexes de certains observateurs refirent en surface. « Il faut l'isoler », suggéra l'un d'eux. Avant que Daniel ne réponde, Ghost s'approcha de Nova et s'allongea lentement.
exposant son flanc. Un geste de vulnérabilité absolue. La crise se dissipa en quelques minutes. Le silence qui suivit était lourd de sens. « Voilà, dit Daniel calmement, la différence entre le contrôle et la confiance. » Les témoignages affluèrent. Anciens maîtres chiens, vétérans, vétérinaires. Tous parlaient d'un changement profond. Le Shadow Protocol, comme certains continuaient de l'appeler par habitude, n'était plus seulement une réforme. C'était une philosophie. Les chiffres confirmaient ce que les regards montraient déjà. Baisse des blessures, augmentation de la longévité opérationnelle, transition civile réussie. Ghost, lui, vieillissait doucement. Son museau blanchissait, ses pas ralentissaient légèrement, mais son regard restait vif. Chaque matin, il effectuait sa ronde, non par obligation, mais par habitude choisie. Chaque soir, il s'installait sur le porche avec Daniel, observant les lumières s'éteindre une à une dans les bâtiments. Parfois, Daniel repensait à la salle de vente, au sol froid, au ricanement. Il regardait Ghost et mesurait le chemin parcouru. « Tu sais, murmura-t-il un soir, ils ont essayé de t'effacer. » Ghost leva la tête, et pourtant, te voilà. Le chien posa sa patte sur sa jambe. Présent, indestructible. L'été s'installa lentement sur le Montana, apportant avec lui une nouvelle phase dans la vie du Secondon K9 Center. Les prairies autour du ranch ondulaient sous le vent chaud et les montagnes semblaient observer en silence ceux qui s'y construisaient. Daniel avait appris à mesurer le temps autrement. Plus en jours ou en semaines, mais en progrès invisible. Une nuit sans cauchemar, un chien qui accepte enfin de boire à côté d'un autre, un ancien combattant qui ose parler pour la première fois. Ghost était au cœur de tout cela, non pas comme un chef, mais comme un point d'ancrage. Un matin, un fourgon discret arriva au centre, transportant 2 chiens récemment libérés d'un programme militaire étranger. L'un d'eux, un berger sable nommé Orion, présentait des comportements extrêmes. Refus de tout contact visuel, respiration haletante, tentatives répétées de fuite. Les formateurs présents proposèrent des protocoles classiques, mais Daniel leva la main. « Attendez, regardez !» Ghost s'approcha d'Orion, lentement, en arc de cercle, sans jamais le fixer directement. Il s'arrêta à distance, s'assit, puis détourna légèrement la tête. Orion se figea surpris. Le message était clair, aucune menace, aucune attente. 1 heure passa, puis 2. À la fin de la journée, Orion s'était couché à quelques mètres de Ghost. « Ce n'est pas de l'obéissance » murmura Dr Mitchell en prenant des notes. C'est une conversation silencieuse. Cette capacité fascinait les observateurs. Des chercheurs en comportement animal commencèrent à visiter le centre. Certains sceptiques, d'autres déjà convaincus. L'un d'eux, Dr Samuel Reed, spécialiste reconnu, admit après plusieurs jours d'observation, ce chien ne suit pas des règles. Il perçoit les états émotionnels et ajuste son comportement en conséquence. C'est une intelligence relationnelle exceptionnelle. Daniel sourit simplement. Il a appris ça parce qu'on a essayé de le lui enlever. Pendant ce temps, les répercussions politiques continuaient. De nouvelles lois furent proposées pour renforcer la protection des chiens militaires et de leurs maîtres. Le Military Working Dog Protection Act, comme on l'appelait désormais, garantissait un suivi médical à vie et interdisait toute méthode d'entraînement basée sur la douleur. Lors de la signature officielle, Daniel refusa de monter sur scène. Ghost resta à ses côtés, assis calmement, tandis que les discours se succédaient. « Ce n'est pas notre victoire », murmura Daniel. « C'est un rattrapage. » Un soir, alors que le centre était plongé dans un calme rare, Daniel reçut un message vocal. Une voix hésitante, jeune, Lucas Monroe, caporal récemment démobilisé. « On m'a parlé de vous, de votre chien. J'ai besoin d'aide. » Il arriva 2 jours plus tard, accompagné d'un chien nommé Rook, maigre, nerveux, incapable de rester en place. Lucas ne dormait plus depuis des mois. « Je pensais être fort, » confia-t-il, « mais je n'arrive plus à le rassurer. » Daniel ne répondit pas immédiatement. Il observa Ghost, qui s'était déjà levé et s'approchait de Rook. La rencontre fut difficile. Rook tenta de mordre, recula, grogna. Ghost resta stable, solide comme un rocher. Lorsqu'un bruit sec retentit au loin, Rook se plaqua au sol. Ghost fit de même. Un miroir parfait. Lucas s'effondra en larmes. « C'est exactement ce que je ressens », sanglota-t-il. « Oui, dit doucement Daniel. Et regarde, il n'est pas seul. Toi non plus. » Ce soir-là, Lucas dormit pour la première fois sans cauchemar depuis son retour. Rook, allongé près de Ghost, respirait calmement. Au fil des mois, le centre devint un modèle étudié dans des académies militaires et vétérinaires.
Pourtant, Daniel veillait à préserver son essence. « Si ça devient une usine, on arrête », répétait-il. Ghost semblait partager cette vigilance. Lorsqu'un projet d'agrandissement trop ambitieux fut proposé, il refusa d'entrer dans la nouvelle zone lors des essais. Daniel comprit immédiatement. « Trop rapide », dit-il simplement. Le projet fut revu. Un événement marquant eut lieu lors de la visite d'un haut responsable étranger. Celui-ci observa Ghost longuement avant de demander « Que se passera-t-il quand il ne sera plus là ?» La question plana dans l'air. Daniel posa une main sur le dos de Ghost. Il aura laissé quelque chose derrière lui, pas une méthode, une manière d'être. Comme pour confirmer ses paroles, Ghost se leva et se dirigea vers un jeune chien anxieux, Finn, prenant naturellement le relais d'une séance sans que personne ne le lui demande. Ghost vieillissait, oui, mais il transmettait. Certains chiens plus jeunes commençaient à reproduire ses comportements apaisants. Une chienne nommée Luna se révéla particulièrement sensible, capable d'anticiper les crises de panique chez les autres. Dr Mitchell documenta ses interactions avec attention. « Il crée une culture », expliqua-t-elle, « un environnement où la sécurité émotionnelle devient la norme. » Daniel, de son côté, ressentait un apaisement qu'il n'aurait jamais cru possible. Les souvenirs étaient toujours là, mais il ne contrôlait plus chaque instant. Il parlait désormais dans des conférences, non pas comme un héros, mais comme un témoin. La force ne guérit pas le traumatisme, disait-il. La reconnaissance, oui. Ghost était toujours présent à ses côtés, silencieux, mais éloquent. Un crépuscule. Alors que les chiens jouaient paisiblement dans la prairie, Daniel s'assit sur le porche, regardant Ghost se coucher lentement à ses pieds. « Tu sais, murmura-t-il, ils t'ont appelé Zéro. » Ghost leva les yeux. « Et pourtant, tu es devenu le point de départ de tant de choses. » Le chien ferma les yeux, paisible. La nuit tomba doucement sur le ranch. Les lumières s'éteignirent une à une. Ghost se leva pour sa ronde habituelle, plus lente désormais, mais toujours volontaire. Daniel le suivit du regard, conscient que chaque instant partagé était précieux. Il n'y avait plus de peur dans cette marche, seulement la continuité d'une mission choisie, jour après jour, par un chien que l'on avait tenté d'effacer et qui avait décidé, envers et contre tout, de rester. L'automne apporta avec lui une forme de maturité nouvelle au Secondone Community Center. Les érables autour du ranch prenaient des teintes dorées et l'air du matin devenait plus vif, plus clair. Ghost avançait désormais avec une lenteur assumée non par faiblesse, mais par sagesse. Chaque pas semblait peser, chaque regard porteur d'une attention profonde. Daniel avait appris à reconnaître ces signes. Ghost n'était plus seulement un guide pour les autres chiens. Il était devenu une mémoire vivante. Un matin, Dr Mitchell convoqua Daniel pour lui montrer les dernières analyses. « Son corps vieillit naturellement », expliqua-t-elle. « Mais ce qui m'impressionne, c'est sa stabilité émotionnelle. Les marqueurs de stress chronique ont quasiment disparu. » Daniel sourit tristement. Il a trouvé sa place. Ghost, allongé près de la fenêtre, ouvrit un œil comme s'il avait compris. Les nouvelles arrivées continuaient, mais le rythme s'avait changé. Le centre privilégiait désormais les cas les plus critiques. Un ancien maître chien, Matthew O'Connor, arriva avec une chienne de détection nommée Iris, revenue d'une mission urbaine traumatisante. Iris refusait toute proximité, grognait au moindre contact. Matthew, rongé par la honte, avoua avoir suivi des ordres qu'il regrettait. Daniel l'écouta sans jugement. « La responsabilité n'est pas toujours là où on le croit », dit-il simplement. Ghost observa Iris longuement avant de s'approcher. Non pas pour intervenir, mais pour s'asseoir dos à elle, lui offrant un espace sûr. Ce fut suffisant. Iris cessa de grogner. Le premier soir, elle dormit. Cette capacité de Ghost à créer des zones de sécurité silencieuses attira l'attention de nouveaux spécialistes. Des psychologues militaires vinrent observer les interactions. L'un d'eux nota « Ce chien incarne ce que nous cherchons à enseigner depuis des années, la corégulation émotionnelle. » Daniel répondit avec un léger sourire. « Il ne l'a pas appris dans un manuel. Il l'a appris en survivant. » À mesure que la renommée du centre grandissait, des pressions apparurent, des institutions proposèrent des partenariats lucratifs, des contrats de formation à grande échelle. Daniel refusa la plupart. « Ce n'est pas un modèle industriel, » répétait-il. « C'est un lieu de réparation. » Ghost semblait confirmer ses décisions. Chaque fois que l'agitation augmentait, il se retirait légèrement, rappelant à tous la nécessité du calme. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Daniel s'assit sur le porche avec Ghost. « Tu sais, dit-il doucement, je me demandais ce que tu ferais si tu n'avais plus besoin de guider les autres.
Ghost leva lentement la tête, posa son regard sur la prairie, puis se leva pour aller s'allonger près d'un jeune chien anxieux. La réponse était évidente. Le centre organisa alors sa première rencontre annuelle discrète, sans médias, réunissant uniquement des anciens combattants et leurs chiens. Aucun discours officiel, juste des échanges, des silences partagés, des histoires racontées au coin du feu. Ghost circulait parmi eux, calmement, recevant parfois une caresse, parfois un simple regard reconnaissant. Plusieurs vétérans confirment que sa présence avait fait plus que des années de thérapie. Madame Emily Brooks présenta ce soir-là un projet qui lui tenait à cœur, un mémorial vivant. Plutôt qu'un monument de pierre, un espace du ranch serait dédié aux chiens disparus, chaque arbre planté portant le nom d'un animal tombé ou oublié. Ghost accompagna la première plantation. Lorsque la pelle s'enfonça dans la terre, il s'assit, immobile, comme pour honorer ceux qui n'avaient pas eu sa chance. Les mois suivants furent marqués par une nouvelle étape. Certains chiens réhabilités commencèrent à quitter le centre pour rejoindre des familles ou des anciens maîtres. Ces départs étaient chargés d'émotions. Ghost assistait souvent à ces moments, observant sans agitation. Lorsqu'un chien hésitait, il s'approchait, touchait doucement son museau, puis reculait. Un encouragement silencieux. Daniel remarqua que ses chiens partaient plus sereinement après ce bref échange. Un matin d'hiver, Daniel se réveilla avant l'aube et trouva Ghost assis près de la porte, regard tourné vers l'extérieur. Il semblait attendre quelque chose. Quelques minutes plus tard, un véhicule s'arrêta. Monsieur Harold Bennett, ancien général à la retraite, descendit lentement. Il avait demandé cette rencontre depuis des mois. « Je voulais voir de mes propres yeux », dit-il simplement. Après plusieurs heures d'observation, il s'approcha de Daniel. « Nous avons longtemps confondu obéissance et loyauté, » admit-il. « Votre chien m'a appris la différence. » Cette reconnaissance officielle marqua un tournant discret mais décisif. Les dernières résistances institutionnelles tombèrent. Les budgets furent réorientés vers la prévention du traumatisme plutôt que sa gestion tardive. Daniel resta fidèle à sa ligne. « Tant que Ghost est là, nous ne dévierons pas. » Mais le temps suivait son cours. Un soir, Dr Mitchell prit Daniel à part. « Il commence à se fatiguer plus vite, dit-elle doucement. Rien d'alarmant, mais il faut penser à alléger son rôle. » Daniel hocha la tête, le cœur serré. Ghost, allongé non loin, observa la scène avec calme, comme s'il savait. Progressivement, Ghost passa moins de temps à intervenir directement. Il observait davantage, laissant Luna et Finn prendre le relais. Pourtant, sa présence restait essentielle. Un simple regard de sa part suffisait souvent à apaiser une situation. Daniel comprit alors que Ghost avait accompli sa mission principale, transmettre. Un soir d'hiver, sous un ciel constellé d'étoiles, Daniel s'assit près de lui. « Tu as fait bien plus que survivre », murmura-t-il. Ghost posa lentement sa tête contre sa cuisse. Le contact était doux, paisible. Il n'y avait plus rien à prouver, juste à être là. L'hiver s'installa pleinement sur le Montana, recouvrant le Segondon K9 Center d'un manteau silencieux. La neige étouffait les sons, transformant le ranch en un lieu presque hors du temps. Daniel appréciait ces périodes de calme. Elle laissait de la place à l'observation, à l'écoute, à ce qui ne se disait pas. Ghost, désormais plus lent, passait de longues heures couché près du poêle ou sur le porche, le regard posé sur l'horizon. Il n'était plus dans l'action constante, mais dans une vigilance tranquille, presque contemplative. Les chiens continuaient leur chemin de guérison. Luna s'imposa naturellement comme relais principal. Elle avait développé une sensibilité remarquable, capable d'intervenir avant même qu'une crise n'éclate. Dr Mitchell documentait ses évolutions avec précision. « Ce que Ghost a transmis n'est pas un comportement isolé », expliquait-elle. « C'est une dynamique collective. Il a changé la structure émotionnelle du groupe. » Daniel observait souvent Luna agir, reconnaissant dans ses gestes l'héritage de Ghost, sans imitation servile, mais avec la même intention profonde. Un matin, un ancien adjudant nommé Thomas Caldwell arriva au centre avec un chien noir, Raven, marqué par des années de service urbain. Raven présentait une hypervigilance extrême, incapable de s'allonger sans sursauter. Thomas, fatigué, avoua avoir perdu tout espoir. « Je l'ai aimé comme un frère », dit-il d'une voix rauque. « Et pourtant, je n'arrive plus à l'aider. » Daniel l'écouta longuement. Puis, il fit quelque chose d'inhabituel. Il amena Thomas s'asseoir près de Ghost. Raven observa la scène intrigué. Ghost ne bougea pas. Il respirait lentement, profondément. Peu à peu, Raven s'approcha, prudemment, comme attiré par cette absence totale de tension. Il s'allongea finalement à quelques pas. Thomas fondit en larmes.
Il n'a jamais fait ça, murmura-t-il. Daniel posa une main sur son épaule. Parfois, ce n'est pas l'action qui guérit, c'est la permission de se reposer. Ce jour-là, Daniel comprit que Ghost enseignait désormais quelque chose de nouveau, le droit au repos. Pour des êtres qui avaient vécu dans l'alerte permanente, c'était peut-être la leçon la plus difficile. Parallèlement, les effets du centre se faisaient sentir bien au-delà du ranch. Des unités de formation commencèrent à intégrer des modules inspirés du Shadow Walker méthode. Les retours étaient frappants. Moins d'abandon, moins de comportements violents, plus de cohésion entre maîtres et chiens. Un rapport officiel mentionna même une amélioration du bien-être des soldats humains. Daniel sourit en lisant ces lignes. « Il fallait un chien pour nous rappeler ça », murmura-t-il. Un soir, Emily Brooks apporta une boîte contenant des lettres. Des dizaines de témoignages envoyés par des vétérans et des familles. Daniel en lut quelques-uns à voix haute près du feu. Ghost, allongé non loin, semblait écouter. Une lettre attira particulièrement son attention. Elle venait d'un jeune garçon dont le père suivait le programme avec son chien. « Avant, mon papa criait beaucoup la nuit », écrivait-il. Maintenant, quand il a peur, il s'assoit avec le chien et ils respirent ensemble. Daniel s'interrompit, la gorge serrée. Les premières inquiétudes sérieuses concernant la santé de Ghost apparurent à la fin de l'hiver. Une fatigue plus marquée, une toux occasionnelle. Dr Mitchell resta prudente, mais honnête. Son corps a vécu beaucoup de choses, expliqua-t-elle. Nous entrons dans une phase où le confort prime sur la mission. Daniel hocha la tête. Ghost, assis près d'eux, posa doucement sa tête sur la main du vétérinaire comme pour la rassurer. À partir de ce moment, Daniel modifia l'organisation du centre. Ghost n'était plus sollicité lors des arrivées difficiles. Il choisissait lui-même quand intervenir. Parfois, il se levait pour accompagner Luna, d'autres fois, il restait couché, observant simplement. Et c'était suffisant. Les chiens semblaient comprendre. Un événement marquant eut lieu lors d'une visite scolaire. Des adolescents vinrent découvrir le centre dans le cadre d'un programme éducatif. L'un d'eux, visiblement nerveux, s'approcha trop brusquement de Ghost. Daniel intervint, mais Ghost leva doucement la tête et fixa le jeune garçon sans agressivité. Le garçon s'arrêta net. « Il me regarde comme s'il savait ?» murmura-t-il. Daniel répondit calmement. « Il sait ce que c'est que d'avoir peur. » Le garçon recula puis, après un instant, salua Ghost respectueusement. Un échange silencieux, mais profond. À mesure que le printemps approchait, Daniel ressentait un mélange étrange de gratitude et d'appréhension. Il savait que le temps de Ghost n'était pas infini. Chaque promenade, chaque regard partagé prenait une valeur particulière. Un soir, alors qu'ils étaient seuls sur le porche, Daniel parla à voix basse. « Tu sais, tout ce que tu as fait, ça va continuer. » Ghost leva lentement la tête, puis regarda vers les bâtiments où Luna guidait un jeune chien. La transmission était visible, tangible. La nuit suivante, Daniel se réveilla en sursaut. Il trouva Ghost debout, immobile, regard tourné vers la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a, vieux frère ?» murmura-t-il. Ghost se tourna vers lui puis s'assit. Aucun signe de détresse, juste une présence calme, intense. Daniel comprit alors que Ghost ne veillait pas par peur mais par choix. Il veillait parce qu'il le voulait encore. Au matin, alors que la lumière se levait sur les montagnes enneigées, Daniel observa Ghost marcher lentement vers la prairie, s'arrêter, respirer l'air froid. Il n'y avait ni urgence ni tristesse dans ce geste, seulement l'acceptation sereine d'un cycle. Daniel resta à distance, respectant ce moment. Il savait que certaines missions ne se terminaient pas dans le bruit ou la gloire, mais dans le silence et la dignité. Le printemps revint doucement sur le Montana, mais quelque chose avait changé dans l'air du Segondon Carneuf Center. Ce n'était pas une inquiétude franche, plutôt une conscience nouvelle, comme si chacun sentait que le temps avait pris une autre texture. Daniel avançait plus lentement lui aussi, non par fatigue, mais par attention. Chaque geste comptait davantage. Ghost, désormais clairement entré dans la dernière phase de sa vie active, ne cherchait plus à diriger. Il observait, il choisissait, et lorsqu'il intervenait, c'était toujours pour une raison précise. Un matin clair, Daniel trouva Ghost couché près de l'ancienne grange, exactement à l'endroit où, des années plus tôt, ils avaient passé leur première nuit ensemble. Le chien leva les yeux à son approche, le regard calme, profond. Daniel s'assit à côté de lui sans parler. Ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le vent dans les herbes. Il n'y avait rien à dire, tout avait déjà été transmis. Au centre, les choses continuaient de fonctionner avec une fluidité presque organique. Luna avait pleinement pris son rôle de guide auprès des nouveaux arrivants. Finn travaillait avec les vétérans les plus fermés, ceux qui ne parlaient pas encore. Ghost les observait parfois de loin.
comme un ancien officier regardant une unité qu'il avait formée. Daniel remarqua que les chiens semblaient chercher son regard avant de s'engager dans une situation délicate, non pour obtenir un ordre, mais une validation silencieuse. Ghost répondait rarement par un mouvement. Un clignement d'yeux suffisait. Dr Mitchell confirma ce que Daniel pressentait. Son corps ralentit, mais son esprit est parfaitement en paix, expliqua-t-elle après un examen. Il n'y a aucune souffrance, seulement une transition. Daniel hocha la tête, la gorge serrée. Alors on respectera son rythme, jusqu'au bout. Ghost, couché près d'eux, soupira doucement, comme soulagé. Un événement inattendu marqua cette période. Une délégation internationale composée de vétérans et de responsables canins étrangers demanda à assister à une journée complète au centre. Daniel accepta, à condition qu'il n'y ait ni discours, ni démonstration forcée. Ce jour-là, Ghost choisit de se lever et de se placer au centre de la prairie. Les chiens s'organisèrent naturellement autour de lui. Aucun signal, aucun appel, juste une cohésion tranquille. Un ancien officier britannique murmura « C'est la première fois que je vois une meute fonctionner sans tension. » Daniel répondit simplement « Parce que personne n'a peur ici. » À la fin de la journée, Ghost retourna se coucher plus tôt que d'habitude. Daniel resta près de lui. « Tu as encore enseigné quelque chose aujourd'hui ?» dit-il doucement. Ghost ouvrit un œil, puis le referma. Il n'avait plus besoin de reconnaissance. Les nuits devinrent plus calmes. Ghost dormait profondément, sans sursaut, sans gémissement. Daniel, lui aussi, dormait mieux. Les cauchemars avaient presque disparu. Un soir, alors qu'il se réveillait pour boire un verre d'eau, il trouva Ghost assis près de la porte, regard tourné vers l'extérieur. Pas d'alerte, pas de tension, juste une veille paisible. Daniel posa une main sur son flanc. « Tu peux te reposer », murmura-t-il. Ghost resta encore quelques secondes, puis se rallongea lentement. Une confiance absolue. Le centre reçut une lettre officielle du département de la Défense. Le Shadow Walker Method était désormais intégré comme référence dans les programmes de transition pour chiens militaires et anciens combattants. Daniel lut la lettre à voix haute lors d'une réunion informelle. Personne n'applaudit. Il y eut simplement un silence chargé de sens. Emily Brooks essuya une larme. « Ils ont enfin compris », dit-elle. Daniel regarda Ghost. « Ou peut-être qu'ils commencent juste à écouter. » Un après-midi, un jeune chien nommé Echo, récemment arrivé, entra en crise sévère. Luna tenta d'intervenir, mais Echo se replia violemment. Daniel hésita, puis Ghost se leva, lentement. Chaque pas semblait peser. Il s'approcha d'Echo, s'arrêta à distance, puis s'assit. Echo tremblait. Ghost attendit, de longues minutes passèrent. Finalement, Echo se coucha. La crise se dissipa. Ghost resta encore un instant, puis retourna se reposer. Ce fut la dernière intervention directe de Ghost. Les jours suivants, il se leva moins souvent. Il préférait rester au soleil, près du porche. Les chiens venaient parfois s'allonger près de lui, sans bruit, comme une garde d'honneur silencieuse. Daniel comprit alors que Ghost était devenu un repère, même immobile. Un soir, Daniel s'assit à côté de lui et parla doucement, sans attendre de réponse. « Tu sais, j'étais perdu avant toi. Je pensais que survivre, c'était déjà trop demandé. » Il marqua une pause. « Tu m'as appris que vivre, c'était autre chose. » Ghost ouvrit les yeux et posa lentement sa tête contre la jambe de Daniel. Le contact était léger, mais plein. Il n'y avait plus de douleur dans ce geste, seulement de la gratitude. La dernière semaine fut douce. Aucun drame, aucun avertissement brutal. Ghost mangeait moins, se déplaçait peu, mais restait attentif. Dr Mitchell passa chaque jour discrètement. « Il est prêt », dit-elle un matin. Daniel hocha la tête, le regard fixé sur Ghost. « Moi aussi. » Au crépuscule, Daniel emmena Ghost une dernière fois dans la prairie. Le ciel était teinté d'orange et de violet, les montagnes se découpaient à l'horizon. Ghost s'arrêta, inspira profondément, puis s'assit. Daniel s'assit à côté de lui. Ils regardèrent le soleil disparaître ensemble. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y avait rien à ajouter. La nuit tomba lentement sur le ranch, enveloppant le Secondon K9 Center dans un silence presque sacré. Les étoiles apparurent une à une, nettes et brillantes, comme si le ciel lui-même avait décidé d'être témoin de ce moment. Daniel resta assis dans l'herbe froide, Ghost contre lui. Le souffle du chien était calme, régulier, profond. Il n'y avait aucune peur, aucune lutte, juste une présence partagée, entière. Quand Ghost s'allongea complètement, Daniel sut. Il posa doucement sa main sur son poitrail, sentant le rythme s'apaiser, ralentir, puis devenir presque imperceptible. Ghost tourna légèrement la tête vers lui, leurs regards se croisèrent une dernière fois.
Il n'y avait plus rien à transmettre, plus rien à protéger. La mission était accomplie. Dans un dernier souffle silencieux, Ghost partit, comme il avait vécu les derniers instants de sa vie, sans bruit, sans violence, avec dignité. Daniel resta immobile longtemps après. Il ne pleura pas immédiatement. Il resta simplement là, tenant encore la présence de celui qui lui avait sauvé la vie bien avant de sauver tant d'autres. Lorsque les larmes vinrent enfin, elles n'étaient pas seulement celles de la perte, mais aussi de la reconnaissance. Ghost n'avait pas seulement été un chien. Il avait été un frère d'armes, un guide, une preuve vivante que même ce que l'on tente de briser peut renaître plus fort. Au lever du jour, le ranch se réveilla doucement. Les chiens s'approchèrent un à un, silencieux, respectueux. Luna s'allongea près de l'endroit où Ghost avait passé la nuit. Finn resta debout, immobile, tourné vers l'horizon. Aucun ne gémissait, aucun ne s'agitait. Il savait, les animaux comprennent parfois ce que les mots ne peuvent pas expliquer. Daniel enterra Ghost sous le grand pin à l'est du ranch, là où la lumière du matin arrivait toujours en premier. Il n'y eut pas de discours officiel, pas de caméra, juste les personnes qui avaient compris. Emily Brooks planta la plaque de bois gravée simplement. Ghost, soldat, protecteur, guide, rien de plus n'était nécessaire. Les semaines passèrent, le centre continua de fonctionner, les chiens continuaient d'arriver, les vétérans continuaient de guérir. Mais quelque chose avait changé. Ghost n'était plus physiquement là, et pourtant, il était partout. Dans la façon dont Luna approchait un chien anxieux, dans la manière dont Daniel s'asseyait avant d'intervenir, dans le silence respecté lors des moments difficiles, Daniel parlait parfois de lui aux nouveaux arrivants. Pas comme d'un héros inatteignable, mais comme d'un être qui avait souffert, douté, failli être effacé. On l'avait appelé Zéro, disait-il doucement. Et pourtant, il est devenu le point de départ de tout ce que vous voyez ici. Le Shadow Walker Method continua de se répandre. Des centres similaires ouvrirent ailleurs dans le pays. Les programmes militaires changèrent durablement. Les chiens ne furent de plus considérés comme des équipements, mais comme des partenaires. Les vétérans trouvèrent dans ces liens une voie de guérison que rien d'autre n'avait su offrir. Des années plus tard, lors d'une cérémonie discrète, Daniel fut invité à témoigner devant une promotion de jeunes maîtres chiens. Il ne parla pas longtemps. Il montra simplement une photo. Ghost, assis sur un porche du Montana, le regard calme, fier, libre. « N'oubliez jamais, dit-il, que la loyauté ne se force pas. Elle se mérite. Et que parfois, ce sont ceux que l'on croyait brisés qui nous apprennent le plus sur ce que signifie être fort. » Ce soir-là, Daniel retourna seul au ranch. Il s'assit sous le grand pin. Le vent soufflait doucement dans les branches. Il ferma les yeux et sourit. Il n'était plus seul. Il ne l'avait jamais vraiment été. Car certaines présences ne disparaissent pas. Elles deviennent des fondations, des repères, des héritages silencieux. Et quelque part, dans chaque chien sauvé, dans chaque vétéran qui retrouvait le sommeil, dans chaque regard apaisé, Ghost continuait de marcher à leur côté.